Bonjour, bienvenue dans les studios du Figaro Télé. On va d'ailleurs vite en sortir ce week-end. C'est la nouvelle édition des Journées du patrimoine et Emmanuel Macron a ouvert le bal en quelque sorte puisque le président de la République inaugure ce vendredi matin les tours de Notre-Dame qui pourront être visitées, visite déjà qui affiche complète. Mais vous avez d'autres possibilités, par exemple visiter le Petit Palais à Paris avec des visites inédites. Timothée Delem et Sacha Bauduit sont sur place, ils vont nous en dire plus dans quelques instants. Nous serons aussi avec l'économiste Christian Saint-Etienne, on reviendra sur le soutien massif, étonnamment massif de l'opinion et en particulier venant de la droite et du camp macroniste à la taxe Zuckman et au défi que représente l'étendue de la dette. Et puis à 48 heures des obsèques de l'influenceur Charlie Kirk. On s'interrogera aussi sur le recul de la montée de la violence et le recul de la notion de civilisation dans nos sociétés occidentales. Pourquoi nos sociétés occidentales semblent s'effondrent de l'intérieur. Étienne Alexandre Borgard est un jeune intellectuel québécois et il s'est penché sur la question. Il nous donnera bien évidemment à la fin de cette émission son point de vue. Bonjour à Timothée Delem, on va vous retrouver au Petit Palais. Ce vendredi, Emmanuel Macron, la France a pu le voir, le découvrir en direct, inaugurer les tours de Notre-Dame. Ça affiche déjà complet d'ailleurs pour ce week-end. Vous vous êtes réfugié à quelques pas, mais pas très loin d'ailleurs, de l'autre côté de la Seine, à côté du pont Alexandre III, pour découvrir les ressources et les pépites du Petit Palais. Racontez-nous ça. Exactement, Vincent. C'est l'un des autres joyaux et des multiples joyaux de Paris, le Petit Palais. Vous savez, c'est ici que se trouve le musée des Beaux-Arts, notamment de la ville de Paris. Petit Palais qui date de 1900. Il avait été construit à l'époque pour l'exposition universelle. C'est un lieu très visité ici à Paris. Et ce week-end, pour les Journées du patrimoine, eh bien, il y a une visite un peu particulière qui va se tenir ici au Petit Palais. C'est celle du chantier du péristyle où je me trouve actuellement. Vous vous demandez peut-être de quoi il s'agit exactement, un péristyle. Eh bien, voici. Nous sommes donc dans cette voûte ici, donc du Petit Palais. C'est la première fois depuis la construction de ce site qu'elle est restaurée et je me trouve justement, on va aller voir tout à l'heure les artisans bien sûr qui sont à pied d'œuvre depuis quelques mois pour restaurer cette grande fresque. On va en dire quelques mots. Je suis également avec Violette Peigné. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de la maintenance ici au Petit Palais. Racontez-nous un petit peu l'histoire de ce chantier. Bonjour, alors oui, ce péristyle, il a été construit en 1911-1910 par Paul Baudouin. Alors on peut peut-être déjà préciser ce que c'est qu'un péristyle, c'est une colonnade, c'est ça ? Oui, c'est une colonnade, donc ici on a du mal à s'en rendre compte, mais on est au bord du jardin du péristyle. Il fait le tour du jardin, donc c'est une colonnade qui est dans le jardin du péristyle. Alors, pourquoi donc avoir décidé de rénover ce péristyle ? C'est des travaux d'ampleur ici qui vont dater, qui ont déjà commencé depuis plusieurs mois et qui vont durer encore plusieurs mois. Oui, ça va durer environ un an en tout. En fait, nous avons eu des fuites dans la toiture qui ont créé des fissures, des infiltrations, des champignons et qui ont beaucoup abîmé la fresque que vous voyez ici et la pierre. Et donc, il était temps d'intervenir. On va la découvrir cette fresque tout à l'heure. On va continuer aussi d'avancer donc sous ces échafaudages. C'est ici que les visiteurs auront la chance de pouvoir pénétrer pour la première fois pendant ces Journées du patrimoine. Cette voûte, on l'a jamais vue d'aussi près finalement grâce à ces travaux. Qu'est-ce qu'elle représente ? Alors c'est une voûte qui représente les 4 saisons. On a des travaux qui représentent les travaux saisonniers, donc par exemple les vendanges, les moissons. Tout au long, on voit de la végétation, des couleurs en fonction des saisons aussi, des animaux. Nous avons aussi des éléments du calendrier républicain. Et puis quelques éléments qu'on ne peut pas vraiment imaginer, comme par exemple une otarie, et plein de petits détails.
Dites-nous alors un mot et beaucoup de détails, et là aussi on va y revenir tout à l'heure. D'ailleurs, vous voyez à l'instant sur ces images donc Sacha qui est en train de filmer ces artisans qui sont à pied d'œuvre et qui sont en train de travailler sur cette voûte, ces restauratrices du patrimoine. Nous, un mot sur les dimensions de ce chantier qui est historique ici pour vous au Petit Palais. On parle d'une voûte qui fait 1000 mètres carrés de long, c'est ça, hein? C'est ça, elle fait 108 mètres de long précisément, environ 5 mètres de large et donc oui, plus de 1000 mètres carrés de surface. Ça représente combien d'artisans un chantier comme celui-là? Alors pour les restaurateurs, c'est environ une dizaine, voire plus par jour. On a aussi des travaux de toiture, de reprise de la pierre, avec à chaque fois des équipes de au moins 5-6 personnes. Alors, on va continuer de s'avancer ici sur ce chantier parce que pour les amoureux de patrimoine, les amoureux d'architecture, évidemment, ce sont des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. J'ai demandé à Sacha de montrer ici, par exemple, ce que sont en train de faire donc ces deux restauratrices du patrimoine. On est justement avec Isabelle Auclair. Bonjour, merci d'être avec nous. Ça fait des mois que vous travaillez sur ce chantier. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe. Donc, je suis Isabelle Auclair, restauratrice du patrimoine, et avec mon équipe d'une trentaine de personnes, de restaurateurs, nous nous occupons de cette fresque réalisée par Paul Baudouin en 1910. Dites-nous un peu comment s'organise un chantier comme celui-là pour vous. Tout d'abord, il faut prendre en considération la technique elle-même, les différentes étapes. Donc ça, c'est ce qu'on fait quand on propose en fait notre projet sur lequel on a été sélectionné. Et il faut également tenir compte d'une organisation très, on va dire, très physique, puisqu'on va travailler en voûte. Vous voyez qu'ici, on a des positions un petit peu difficiles. Donc après, dans les intervalles de travail, on est obligé un petit peu de gérer les zones droites, les zones en voûte, voilà. Et les restaurateurs donc se relayent. On ne travaille pas tous les jours, on va sur d'autres chantiers. On travaille 2 jours, 3 jours par semaine ici, pour garder la meilleure forme possible et traiter au mieux cette peinture. Et ça fait donc plusieurs mois que vous avez commencé ce chantier. Quelle est la phase actuellement là? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ces jours-ci? Donc c'est un chantier qui a commencé en juin pour nous, qui va durer jusqu'en février. Donc pendant 9 mois, nous allons restaurer cette peinture. On a commencé par le nettoyage et les consolidations. L'étape que vous voyez ici avec ma collègue est l'étape du nettoyage. En fait, on a choisi un type de nettoyage très adapté à la surface de la peinture, qui est assez accidenté, avec beaucoup de creux dans l'enduit. Et donc, l'utilisation de la vapeur permet d'aller déloger la saleté dans les creux de l'enduit sans trop mouiller la surface. Le but, c'est de retrouver la colorimétrie originelle? Le but, d'abord, c'est d'enlever toute la couche de saleté, très importante. Si vous pensez que depuis 1910, cette peinture n'a pas été nettoyée, donc on a une énorme couche de poussière. On a également d'autres types d'altérations que nous allons traiter au fur et à mesure du chantier, comme par exemple, juste ici, nous avons tous ces petits effritements, toutes ces petites lacunes. Alors ça, c'est dû à quoi ça? Alors, on a beaucoup de ces altérations qui sont dues à une humidité qui vient du toit à cause de certains dégâts des eaux, humidité qui s'est infiltrée et qui fait ressortir tous les sels solubles présents dans la maçonnerie. Tous ces sels en surface se mettent juste sous la peinture et font éclater en fait la surface de l'enduit et de la couleur. C'est quelque chose que vous allez pouvoir rattraper complètement? Oui, en fait. Alors, les dégâts qui sont faits sont faits. Nous allons par la suite mettre des petits enduits, également remettre de la couleur, donc faire une réintégration picturale dans ces zones pour que l'ensemble soit visuellement réhomogénéisé. Et par contre, par rapport au sel, on peut voir juste derrière nous qu'on a des zones de blanchiment très importants. Et donc, on va faire un traitement pour extraire
contraire, c'est celle de la peinture. Je voudrais qu'on voit, il y a un endroit où vous me disiez, on voit le souci de direct dès que on aura pu les résoudre. Voilà, on reviendra vers vous. On est avec Christian Saint-Etienne. Merci beaucoup en tout cas à Timothée Delem et pardon pour toutes les coupures. Mais enfin, on a vu quand même on a fait quelques découvertes au Petit Palais, qui est non pas le Palais de la Découverte, même s'il y a des découvertes à faire au Petit Palais. Et en tous les cas, c'est à suivre tout ce week-end. Bonjour Christian Saint-Etienne. Bonjour. Est-ce que la mobilisation du 18 septembre a été un succès de votre point de vue? On revient juste sur l'actualité avant de parler de l'attaque Zuckman. Alors, je dirais que de mon point de vue, ça a été un succès, mais pas nécessairement pour les syndicats. Ça a été un succès parce que ces manifestations d'un demi-million de personnes, c'est-à-dire la moitié de ce que les syndicats espéraient, mais ces manifestations, alors notamment celles de Paris, mais également en province, sauf à Lyon, Rennes, qui sont devenues des villes violentes, mais globalement, sur l'ensemble du territoire, ça s'est bien passé. Et donc, je pense que c'est une victoire pour la démocratie, puisque les manifestants ont pu manifester tranquillement, la police ayant fait un travail assez exceptionnel de séparation des 500 000 manifestants d'avec les 8 à 10 000 perturbateurs qui voulaient profiter des manifestations pour casser. Guillaume Roquette, sur notre antenne, voyait dans cette mobilisation un point de bascule. En clair, sans trop caricaturer son propos, mais en fait, c'était ça la substance, la France qui paye n'a plus les moyens de subvenir à celle qui profite. Est-ce que c'est aussi votre point de vue? Alors, je reviens à la question précédente. J'ai dit que c'était une victoire de la démocratie, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que il y avait que 500 000 manifestants sur 65 millions de résidents en France métropolitaine, sur les 67 millions de Français. Donc, c'était une manifestation de taille limitée. Et surtout, les manifestants en dehors des 7-8 000 casseurs qui se mêlaient à l'ensemble des manifestations sur le territoire national étaient totalement pacifiques. Donc, ça, c'est intéressant de voir que c'est finalement un nombre limité et pacifique. Et que on peut s'intéresser aussi la population active, c'est 30 millions de personnes. On peut s'intéresser aux 29 millions et demi de personnes qui n'étaient pas dans les manifestations, ce qui montre que l'impact de la manifestation a été limité. Alors, c'est vrai que l'impact de la manifestation, on peut avoir cette analyse-là, j'entends tout à fait, Christian Saint-Etienne. Néanmoins, il y a quand même un chiffre qui circule depuis quelques heures. C'est celui qui vient de ce sondage qui a été fait par l'IFOP à la demande du Parti socialiste, qui montre que 86% des Français soutiennent la taxe Zuckman. Or, au cœur des revendications et en tous les cas au cœur des messages qui ont été scandés, des slogans qui ont été scandés hier lors de cette mobilisation, c'était il faut faire payer les riches et un soutien à la taxe Zuckman. 86% des Français qui sont favorables à cette mesure de l'économiste et 89% des électeurs LR, 92% des électeurs Renaissance. Est-ce que c'est pas le signe que, en tous les cas, tout le discours sur la dette et tout le discours sur la réduction des dépenses de l'État est devenu complètement inaudible pour l'opinion? Alors, d'abord dans les manifestations d'hier, le 18 septembre 2025, quand on regardait les slogans, c'était le slogan qui dominait, faisons payer les riches, taxe Zuckman. Alors, je trouve que je travaille sur ce sujet et que j'ai essayé de comprendre d'où ça vient. La taxe Zuckman, Zuckman est bien sûr lié à Piketty et à ses travaux sur l'évolution du capital au cours des siècles.
Mais la taxe Zuckman, que Zuckman avait travaillé et dont le principe avait été arrêté lorsqu'il était professeur assistant aux États-Unis, mais qui a été rejeté par les Américains eux-mêmes, puisque Trump a plutôt baissé les impôts sur les riches que le reste. Zuckman, donc, essaye d'importer cette approche sur la France. Alors, il y a une série de considérations. D'abord, faire payer les riches, ça ne me dérange pas. C'est la base du système fiscal. Et même avoir une taxe spécifique sur les personnes qui ont des patrimoines supérieurs à 100 millions de dollars ou 100 millions d'euros, c'est pas forcément une mauvaise chose. Seulement, il faut savoir de quoi on parle. Si cette taxe est mondiale, OK. Mais l'appliquer dans un seul pays, c'est suicidaire. Donc, c'est ça le premier point. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que plus personne ne voudra venir investir dans un pays qui est le seul à avoir mis une taxe sur ceux qui créent de la richesse. Pardon, est-ce que cette taxe, elle est objectivement mal ficelée ou est-ce qu'il y a pas une once de mauvaise foi chez ceux qui devraient la payer? Non, mais justement, je viendrai après sur ce point, parce qu'effectivement, il y a un problème. Donc, sur l'idée de faire payer les très très riches, je ne suis pas contre, mais il faut que ce soit au niveau mondial ou à minima au niveau de l'Union européenne, mais élargi à la Suisse, au Royaume-Uni et à la Norvège. C'est-à-dire que si on met en place une taxe sur les riches, il faut que ce soit idéalement au plan mondial et à minima au niveau européen. Pourquoi ? C'est pour éviter les déplacements des créateurs de richesses d'un pays à l'autre qui, quand on avait mis l'ISF en place en France sous Mitterrand et la continuation ensuite, on a fait partir 40 000 chefs d'entreprise qui sont allés s'installer à Londres, à Bruxelles ou à Genève. Donc, il faut absolument éviter la répétition de ce mouvement d'exode parce qu'à l'époque, les travaux montraient qu'ils étaient partis avec 300 milliards de capital qu'ils ont réinvesti dans les pays autour de nous. Il faut quand même remettre dans la réflexion le fait que l'économie française stagne totalement depuis 20 ans à 1% de croissance. La stagnation vient du sous-investissement et de la faiblesse de l'innovation, et que ce qu'on appelle les riches, ce sont essentiellement des entrepreneurs qui sont à la base de l'innovation et de l'investissement. Mais par exemple, Christian Saint-Etienne, si on exonère... Non, mais je termine quand même sur ce point, parce que c'est moi qui parle, si je puis dire. Je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est moi qui reçois... Non, mais je veux dire par là, et c'est moi qui reçois les insultes des téléspectateurs. C'est-à-dire que quand je m'explique, les gens m'agressent sur les réseaux sociaux en disant « t'es un salaud qui défend les riches ». Donc je m'explique jusqu'au bout. Donc on a bien compris que vous ne défendez pas les riches et vous êtes... Non, mais je n'ai pas fini. C'est-à-dire que... Qui soit pour les riches au niveau... non, mais ce n'est pas fini. C'est-à-dire qu'une taxe une fois qu'on a dit qu'on est favorable à une taxe, à condition qu'elle soit au moins eurocontinentale, idéalement au niveau mondial, la question suivante, c'est est-ce que 2%, c'est justifié dans la mesure où Zuckman y intègre les biens professionnels. C'est ça, la question. Et donc, la question de l'intégration des biens professionnels est clé, puisque les biens professionnels sont à l'origine de la création de richesses. Les biens professionnels, ils sont dans les mains de leurs propriétaires, mais en réalité, c'est un bien collectif, puisque c'est grâce à ces investissements qu'on crée des richesses et qu'on crée des emplois. Je ne connais pas Bernard Arnault, je ne souhaite pas particulièrement le connaître, mais Bernard Arnault a créé 40 000 emplois en France, et chaque année, il paye 4 milliards d'euros d'impôts à travers les entreprises présentes en France de son groupe. Le problème, c'est que Zuckman veut taxer 1800 personnes. C'est ça. La question, c'est plutôt, est-ce qu'on pourrait faire en sorte d'avoir 50 Bernard Arnault sur le territoire français? À ce moment-là, il n'y aurait pas de déficit, mais un excédent. Question subsidiaire par rapport à ça, d'ailleurs. Nos confrères Mathieu Aron et Caroline Aguirre du Nouvel Obs viennent de sortir une enquête, justement, qui, en tout cas, dénonce
le fait qu'un certain nombre d'entreprises et d'entreprises françaises toucheraient des subventions et essaieraient de faire de l'optimisation fiscale. C'est en tout cas, je ne dis pas que c'est ce qu'ils disent, mais en tous les cas, c'est l'idée relative à cette enquête qui transparaît et qui est dans l'air. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux que certaines entreprises françaises, justement, touchent des subventions de l'État et finalement essayent d'échapper à l'impôt? Oui, accessoirement, ça peut arriver, mais ce n'est pas le cœur de l'utilisation des subventions. Les subventions aux entreprises, il y a eu des chiffres délirants qui ont tourné, notamment suite à un rapport du Sénat qui les avait affichés à 200 milliards d'euros. En réalité, il y a 80 milliards d'euros qui sont donnés aux entreprises. En contrepartie, la mise en place des 35 heures et des réglementations internes. Donc, je vous réponds sur ces subventions qui pourraient être partiellement détournées. Je précise aussi que les allocations que les ménages reçoivent sont en partie détournées. Quand on verse des allocations enfants pour les rentrées scolaires et que ça sert à acheter une télévision, c'est aussi du détournement. Donc les détournements, ils sont généraux quand vous avez des politiques de subvention. Et donc ce qui serait intelligent, ça serait pour les entreprises de réduire massivement les subventions, mais corrélativement les charges. C'est-à-dire que si vous supprimez les réglementations qui interdisent aux entreprises de choisir le bon niveau d'horaire et d'emploi, vous n'auriez plus besoin de verser ces subventions. Mais je reviens sur cette question de la taxe Zuckman, d'où elle vient. Pourquoi tout à coup c'est devenu une obsession, puisque c'est le chiffre que vous venez de donner vous-même, 86% des Français, sans comprendre de quoi on parle, sont pour. Mais permettez-moi de vous le dire, peut-être pas au Figaro, mais 98% des journalistes sont pour la taxe Zuckman et c'est à peu près le même chiffre chez les politiques. Alors, pour vous répondre sur ce plan-là, nos confrères des Échos ont fait une longue enquête sur cette question et c'est paru dans l'édition de ce jeudi, il me semble, et il montre qu'effectivement, il y a une visibilité de Zuckman dans certains médias, mais que ce n'est pas le cas de tout. Oui, mais néanmoins, je fais beaucoup de radio-télé et je peux vous dire que ça vient naturellement dans la bouche des journalistes, pas sur cette antenne vraisemblablement, mais ça vient naturellement dans la bouche des journalistes, un point clé, qui est que les très très riches ne paieraient pas d'impôts. OK ? Ça peut-être pas jamais été dit au Figaro, mais je vous garantis que si vous passez la journée devant ce point, vous entendrez ça tout le temps. Or ça vient d'une étude de l'Institut des politiques publiques de 2023, qui a fait une analyse totalement délirante, puisque d'abord, cette analyse de l'Institut des politiques publiques, je vais être très court, cette analyse de l'Institut des politiques publiques montre que les très très riches, disons le top 1 sur 1000, puisqu'il faut rappeler que le top 10% paye 75% de l'impôt sur le revenu et que plus de la moitié des Français ne paient pas l'impôt sur le revenu. Donc on ne peut pas dire que les hauts revenus ne paient pas l'impôt sur le revenu. Simplement, les analyses montreraient que le top 1 sur 1000 ne paierait pas d'impôt. Or, l'analyse de l'Institut des politiques publiques, qui est à la base du succès de la taxe Zuckman aujourd'hui, ce que les gens ne savent pas, donc cette étude est basée sur le fait qu'ils réintègrent dans le revenu des soi-disant très très riches, mettons les 1800 qui seraient taxés par la taxe Zuckman, ils réintègrent les bénéfices non distribués des entreprises. Ça, c'est une aberration économique, politique et comptable. Et c'est sur la base de cette réintégration qu'ils disent qu'au lieu d'être taxés à 46%, 49% par l'impôt sur le revenu, les très très riches ne paieraient que la moitié de ce taux, ce qui conduirait à ces graphiques que vous voyez parfois. La taxation monte jusqu'à 999 millièmes des contribuables et chute sur le dernier millième. Or, le calcul est totalement faux. Mais comme ça a été répété depuis 2 ans... Pour être bien clair, Christian Saint-Etienne, le calcul est faux au sens où c'est très 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 riche, comme vous dites, paye vraiment. Ils payent totalement les impôts sur les revenus qu'ils ont. Mais ils ne payent pas autant qu'ils pourraient payer. Oui, justement, c'est la pétition de principe, c'est le problème central, c'est que, par exemple, mettons que à vos propres revenus de journaliste, on ajoute les frais généraux du Figaro.
en disant, mais vous n'avez pas payé d'impôt sur les frais généraux du Figaro. Vous diriez, mais complètement malade, je n'ai pas touché cet argent. C'est le paiement des salaires du Figaro et des dépenses du Figaro. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On réintègre, donc sur les revenus des riches, y compris le dernier millième, ils payent un max. Hein. Même l'IPP le dit. De toute façon, c'est un fait. Et ce que fait l'IPP, c'est de dire, je réintègre dans le revenu des riches les bénéfices non distribués. Mais c'est quoi les bénéfices non distribués? D'abord, le mot, si vous n'êtes pas spécialiste, vous conduit à penser qu'on n'a pas payé d'impôt sur les bénéfices non distribués. C'est totalement faux, vous avez payé l'IS. Hein. Alors, qu'est-ce que sont ces bénéfices non distribués? Donc, les bénéfices non distribués, c'est une entreprise qui a un chiffre d'affaires de 1000, fait un profit de 100, sur lequel elle paye 25 d'impôts sur les sociétés. Et ensuite, vous avez 75. Les 75, vous pouvez dire, j'en utilise 25 pour verser des dividendes, qui eux-mêmes sont à nouveau imposés, où je mets 50, les 50 qui restent, qui viennent de payer l'impôt sur les sociétés, je les mets en réserve dans mes fonds propres. Or, c'est justement ce que j'explique, c'est que les entreprises industrielles et commerciales ont impérativement besoin de ces mises en réserve. Dans les comptes du Figaro, vous avez aussi des mises en réserve. Les mises en réserve, c'est ce qui augmente au cours du temps les fonds propres des entreprises. C'est ce qui permet de payer l'investissement. C'est sur la base des fonds propres que les banques vont décider si on vous prête ou pas. Donc, les fonds propres, on peut les attribuer nominalement aux actionnaires, mais ce n'est pas un revenu qu'ils ont. Donc, voilà. Ce que vous êtes en train de me dire, quand même, Christian Saint-Etienne, c'est qu'on fait un double impôt. C'est-à-dire qu'il y a déjà l'impôt sur les sociétés, qui est un impôt sur les bénéfices des sociétés. Exactement. Et si, d'aventure, on gardait ces bénéfices de ces sociétés par prudence, en gestion de bon père de famille, eh bien, on pourrait se retrouver taxé à l'impôt sur le revenu. Voilà, on est en train, et c'est exactement ce que dit l'IPP, et ce qui est sous-jacent à Zucman, c'est que comme cet argent est mis en réserve dans des fonds propres, en fait, vous auriez dû le déclarer dans vos revenus. Et si vous faites ça, effectivement, vous avez le marginal du 1 pour 1000 qui chute parce qu'on vous a ajouté à vos revenus des revenus que vous n'avez pas reçus. Donc, cette étude est délirante. Elle avait été notamment condamnée dans un article des Échos par Jean Perlevade, mais par plein d'autres journalistes, y compris des journalistes du Figaro, des journalistes des Échos, des journalistes d'autres médias, mais l'idée selon laquelle le top 1 sur 1000 ne paie pas, c'est une idée qui s'est imposée. Alors le top 1 sur 1000, c'est 30 000 ménages. Dans ces 30 000 ménages qui sont surfiscalisés sur leurs revenus, d'autant plus qu'on a mis en place avec Barnier, et là, pour vous surprendre, j'y suis totalement favorable, on a mis en place un revenu, enfin, une contribution différentielle sur les hauts revenus, la CDHR, qui dit que tous impôts pris en compte, vous devez au moins avoir payé 20% de vos revenus à l'État. J'irai, c'est d'ailleurs une proposition que j'ai faite dans les Échos il y a 2 jours, c'est d'augmenter temporairement cette taxe minimale de 20 à 22%, voire même à 23%. Donc moi, c'est 3% Saint-Etienne, c'est plus que les 2% Zucman, mais c'est sur des revenus effectivement reçus. Alors, un dernier point. Alors, attendez, juste une chose, parce que c'est quelques questions qui se posent quand même. Donc là, il y a ce que vous proposez, effectivement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, aujourd'hui, des économies réalisables, pragmatiques, crédibles, qu'aujourd'hui on pourrait faire? Alors, juste une incise avant de vous répondre. Non seulement il faut bien comprendre ce que sont les bénéfices mis en réserve, mais il faut bien comprendre qu'il y a 2 types de sociétés, des entreprises industrielles et commerciales qui sont celles qui emploient
tout le secteur privé, et des holdings. Alors, sur les holdings, on peut avoir des réglementations différentes. Mais si on taxe plus, effectivement, il faut commencer à rationaliser la dépense. Ça doit aller ensemble. Parce que si vous taxez plus sans rationaliser la dépense, vous ne pouvez pas vous en sortir. Quand on regarde la dépense, on est au record du monde. Bon. Alors, le problème central des questions de fiscalité et de dépenses publiques en France, c'est qu'on raisonne en économie fermée. Le reste du monde n'existe pas. Donc, c'est pour ça qu'on peut faire la taxe Huckman tout seul, le reste du monde n'existe pas. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est pareil pour les dépenses. OK. Donc, aujourd'hui, si on prend les dépenses de l'État, parce que effectivement, c'est un sujet un peu long et il faut qu'on voit un petit peu quand même clair pour les Français. Je sais où vous venez, je vais vous répondre. L'histoire des dépenses de l'État, aujourd'hui, selon vous, d'abord, est-ce qu'il y a trop de dépenses de l'État ou est-ce qu'il n'y a pas assez de recettes? Question toute simple. Alors, nous sommes déjà au record des prélèvements obligatoires. Okay. Donc c'est sur les dépenses qu'il faut agir. Donc lesquelles? Alors, vous regardez, justement, vous comparez à l'extérieur. Bon. Vous regardez les Allemands, vous regardez les Hollandais, vous regardez les Italiens. Nous sommes avec 57 points de dépenses publiques, 9 points de PIB de plus que la moyenne des autres pays de la zone euro. Nous sommes 20 pays dans la zone euro, un nouveau qui vient d'arriver, disons 21. Nous sommes donc, pour simplifier, 20 pays dans la zone euro. Il ne faut pas comparer la France à la moyenne de la zone euro, puisque nous sommes le pays qui dépense le plus. Il faut comparer aux 19 autres. Et donc, nous sommes 9 points de PIB de plus. Et les 9 points de PIB de plus, ils viennent essentiellement de la protection sociale, retraite, santé et la myriade d'allocations en tout genre que nous versons. 7 points de plus de protection sociale. Est-ce qu'on s'aperçoit que les Français sont moins bien, ou en tout cas, est-ce que les Français sont mieux soignés que les Allemands? Est-ce que les Allemands meurent dans les rues? Est-ce que les retraités allemands... Donc, sur la protection sociale, il faut une rationalisation. C'est-à-dire la rationalisation sur la dépense publique, 57 points de PIB. À l'intérieur, il y a 33 points de PIB de protection sociale. La protection sociale, c'est quasiment 60% de la dépense publique. On taille Christian Saint-Etienne dans ce cas-là sur la protection sociale. Sur la protection sociale, vous avez pour l'opinion. Voilà, sur la protection sociale. Moi, je vous réponds. Hein, de toute façon, ça sera fait, ce que je vais vous dire. Oui, alors ça sera fait par le FMI ou ça sera fait par nous intelligemment. Au point où on en est, il faut une sous-indexation des prestations sociales. À l'intérieur de la protection sociale, les prestations, c'est un quart du PIB, 25 points de PIB. Donc, il faut une sous-indexation qui peut être inflation moins 0,5% sur 3 ans. Vous pouvez... donc, sous-indexation de quoi? Sous-indexation des retraites. Les salaires des fonctionnaires? Non, je parle des prestations sociales. Donc, je parle des retraites. Je parle des allocations chômage, allocations familiales, allocations logement, toutes les allocations qu'on verse. Les allocations familiales, c'est du social? Oui, bien sûr. Donc, dans une période où le pays doit reprendre le contrôle de ses finances, tout le monde doit contribuer, y compris... Les familles, elles n'ont pas assez contribué, déjà? Les familles doivent... Vous avez une famille, certainement. Qu'est-ce que vous attendez comme service de l'État? Une bonne éducation, une bonne santé des enfants, c'est le point central. Et les allocations familiales, pour les familles qui ont des revenus faibles, sont déjà un élément central de leurs revenus avec les allocations logement. Mais si l'État fait faillite, on ne parlera pas d'inflation moins 0,5. Inflation moins 0,5, parce que à force d'intervenir, je sais que les gens ne comprennent pas. Donc, je ne dis pas qu'on va enlever 0,5 aux allocations. Je dis que si l'inflation est de 1,5, on aura une réévaluation d'1%. On n'augmente pas. D'autant que l'inflation... On n'augmentait pas dans votre... Non, mais vous avez compris. Mais moi, je me méfie, parce que c'est moi qui reçois les... Je me permettais de réexpliquer pour pas que vous soyez insulté. C'est que dans ce que vous dites, c'est que si l'inflation est de 1,5, si les prix augmentent d'1,5%, les prestations augmentent de 1. Doivent
augmente de 1%. Voilà. Bon, ça, très bien. Donc ça, vous faites ça sur les prestations, vous faites ça sur, ça devient technique, mais c'est ce qu'on appelle la dotation globale aux collectivités locales. L'État, chaque année, verse plusieurs dizaines de milliards aux collectivités locales. Donc vous faites aussi inflation moins 0,5. Pour ce qui est des fonctionnaires, puisqu'ils bossent, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas l'indexation sur l'inflation, mais en revanche, il faut restructurer les services. Il y a des doublons. Une des réformes majeures à mettre en place, c'est le conseiller territorial unique commun aux départements et aux régions. Ça peut entraîner plusieurs milliards d'économies dans la durée parce qu'il y aura une coordination des dépenses au niveau des collectivités locales. Il faut supprimer les doublons dans les plus de 400 organismes divers d'administration centrale. Sébastien Lecornu, d'ailleurs, vient de lancer une étude sur les... C'est la énième, hein, parce que ça fait au moins 20 ans qu'on lance des études. Moi, j'y croirais le jour où on aura un Premier ministre qui est prêt à aller au charbon sur ce truc. Il faut faire ce qu'ont fait Milei ou Trump. Non, on n'est pas obligé d'aller à ce point. Mais sur la dépense publique qui représente à peu près 1700 milliards d'euros, je pense que sur 3 ans, alors tous les économistes sérieux sont d'accord sur le fait qu'on ne peut pas reprendre le contrôle de la dépense en 3 mois. Il faut 3 années de suite de politique cohérente. Mais sur 1700 milliards, vous pouvez économiser 30 milliards au minimum sur la dépense. C'est-à-dire que l'augmentation naturelle de la dépense publique, du fait des indexations et de la croissance, c'est à peu près 40 milliards par an. L'idée, ça serait de quasiment geler la dépense publique en nominal, hein, ou limiter... En français courant, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que si elle est à 1700 milliards d'euros cette année, elle est à 1710 l'année prochaine et pas à 1730. L'année d'après, elle est à 1720 au lieu de 1760. Donc ce que vous préconisez c'est donc des mesures structurelles. De rester à 1700. Voilà, c'est de rester à 1700. Donc, c'est pas Milei. On ne dit pas qu'on passe de 1700 à 1200. Merci beaucoup, Christian Saint-Etienne. Merci en tous les cas. Et donc, je rappelle que vous n'êtes pas favorable à ne pas taxer les riches. Alors, je suis favorable à une taxation sur les riches si elle est européenne. Je suis favorable à des mesures sur les holdings. Mais en contrepartie, la taxation n'est pas la façon de sortir des difficultés. Il faut effectivement prendre des vraies mesures sur les dépenses publiques, comme on vient de l'évoquer. Merci beaucoup, Christian Saint-Etienne. Et je rappelle, on vient de le voir, votre dernier livre, Trump et nous, c'est aux éditions Odile Jacob. Trump et nous, justement, ce pourrait être le titre du dernier livre, ou à tout le moins d'un chapitre d'Étienne Alexandre Borgard, ce jeune intellectuel québécois s'interroge sur l'effondrement des sociétés occidentales et la disparition de la notion de civilisation, thème sur lequel a planché en France l'universitaire Frédéric Rouvillois à travers le rapport de la politique à la politesse. La politique et la politesse ont finalement une finalité essentielle qui est d'éviter que la cité, que le groupe social n'explose en 1000 morceaux du fait de l'animosité des uns et des autres. Alors, la politique, ça se situe au niveau supérieur et ça va se traduire par des lois. Mais la politesse, ça se traduit au niveau des rapports privés, des rapports du quotidien, on va dire, et ça se traduit par d'autres types de normes, les normes de politesse, de savoir-vivre, qui sont elles aussi des règles, hein. Elles disent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et elles sont elles aussi sanctionnées comme les lois, même si c'est évidemment différemment et sur un mode plus léger, on va dire. Bonjour Étienne Alexandre Borgard. Bonjour Vincent Roux. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que derrière la polarisation grandissante et la montée des extrémismes qui affligent en particulier la jeunesse, on trouve le désir d'enracinement? Si on regarde foncièrement ce qui est la caractéristique, j'ai l'impression, de ma génération, la génération Z, ceux qui sont nés entre 1995 et 2012, j'ai l'impression qu'on est, en quelque sorte, les héritiers de la déconstruction. Parce qu'on a beaucoup parlé de ce qui s'est passé dans la suite de mai 68, les années 70, une espèce de mouvement générationnel, souvent porté par les baby-boomers, nommons-les,
qui ont décidé d'un peu de couper le cordon de la transmission en décidant que l'émancipation, désormais, ça se passerait par l'exaltation des pulsions davantage que par le rattachement à une tradition. Eh bien, ce genre de choses, ça a des conséquences sur le temps long. Quand on arrive à mon âge, justement, que moi, je suis né en décembre 2000. Vous avez 24 ans. Voilà. Et quand on n'a pas eu, justement, même pas la moitié accès... de mon âge. Je m'abstiens de commentaires là-dessus. Et justement, qu'on arrive à cet âge-là, qu'on se dit, OK, mais qu'est-ce que j'ai hérité? Dans quelle civilisation est-ce que je m'inscris? Dans quelle nation je m'inscris? Dans quelle collectivité? Dans quelle tradition je peux me rattacher? Puis qu'on ne nous a pas donné les réponses dans l'éducation nationale, ou même dans la famille, parfois, on se pose des questions. Et puis, je pense qu'à ce moment-là, il y a une tentation, effectivement, de se rattacher à quelque chose de plus fort, à quelque chose de plus substantiel. Et puis, probablement que ça explique beaucoup des phénomènes qu'on voit aujourd'hui, notamment, du moins c'est ce que je pense, un certain rattachement au conservatisme aussi, pour ce désir d'enracinement-là qu'on ne nous a pas forcément transmis. Est-ce qu'on se décivilise parce qu'on est devenu riche et inculte? Ce serait peut-être un raccourci de le dire comme ça. Néanmoins, je pense qu'il y a certainement une conjoncture économique qui est arrivée au tournant des années 60-70, où, avec l'émergence de l'État-providence, on a vu une classe moyenne qui était beaucoup plus riche, avec un bien meilleur niveau de vie que ça a été par le passé. Moi, je considère que c'est une très bonne chose en soi. Néanmoins, quand on regarde, il y a eu... Mais enfin, à mon avis, en vous écoutant, en vous voyant et en vous lisant, on sent que vous n'êtes pas un fan des Stan Smith à 100 € ou à l'avènement du sportswear. C'est clair, parce que... vous savez, il y en a beaucoup, par exemple, Ross Dauta, qui a publié un livre qui s'appelle « Bienvenue dans la décadence », qui fait un peu ce lien-là entre l'affluence matérielle et un peu l'appauvrissement culturel, spirituel, etc. Moi, je pense que c'est peut-être un peu plus diffus, mais certainement qu'il y a eu un lien entre les deux, dans la mesure où ce qui résume aussi cette période-là, c'est l'émergence d'une nouvelle classe, une nouvelle élite qui est d'abord définie par ses diplômes davantage que par sa réussite économique. Vous savez, les grands capitalistes d'hier, les Renault, les Citroën, etc. Davantage, c'est les diplômés des grandes écoles, les diplômés des Ivy League aux États-Unis. Et je pense aussi que le fait que l'affluence... C'est intéressant, c'est que vous pensez... C'est presque contre-intuitif avec ce qu'on venait de dire. C'est qu'on a tendance à croire aujourd'hui que... et les dernières déclarations de Léon XIV, notamment, qui s'indignait de la fortune d'Elon Musk, tendent à le penser. En fait, vous dites l'inverse. Ce n'est pas tant le fait d'être riche et d'avoir réussi matériellement qui est la porte ouverte à la décivilisation, c'est la figure, le culte, non pas de la figure de celui qui a réussi ou de celle qui a réussi, mais le culte de celui qui a réussi dans les études. Ben oui, parce que la manière... comment réussir dans les études amène à la barbarie. Vous allez voir que la manière dont on réussit, la manière dont on arrive au sommet de la pyramide sociale, à mon sens, a certainement une influence sur la vision du monde qu'on va avoir. Parce que ce qui arrive aussi avec, justement, une élite qui est d'abord définie par ses diplômes, c'est une élite qui est un peu déconnectée de la production matérielle, et donc qui, puisqu'elle souvent travaille dans le secteur public, n'est pas forcément liée à tous ces impératifs-là très concrets que nos entrepreneurs vont toujours avoir. Donc, ça permet justement d'avoir ce que certains appellent des croyances de luxe, c'est-à-dire des idées qui sont très bien quand on veut bien paraître dans les salons, mais que lorsqu'on les applique concrètement, produisent des désastres. Par exemple, quand on parle d'abolir la police, vous savez, c'est un slogan qui est très souvent cité aux États-Unis. On peut parler aussi de cette idée de décriminaliser toutes les drogues, qui est aussi assez à la mode dans certains milieux, souvent milieux universitaires, milieux bourgeois, qui n'ont pas de contact direct avec ça. Puis je pousserais même en disant qu'une certaine vision qui voudrait dévaloriser, par exemple, le mariage, qui ne conçoit pas à quel point ça peut être fondateur pour beaucoup, il y a un certain privilège qui vient là-dedans. C'est un peu une croyance de luxe, justement, de croire ce genre de choses quand on n'est pas affecté directement par les problèmes que ça va engendrer si on abolit la police, si on décriminalise les drogues. Est-ce que le populisme et l'avènement de figures comme Donald Trump sont un symptôme de ce que vous appelez l'anticivilisation? Question, d'ailleurs, juste avant que vous répondiez à cette question, tout simplement, que vous inspire l'image de Donald Trump dans un carrosse pour Windsor? Je pense qu'il y a une part de politique politicienne là-dedans. Vous savez, j'ai travaillé en politique jusqu'à assez récemment pour le premier ministre du Québec. Puis quand on fait des relations internationales, il y a quand même une part aussi de flatterie. Puis quand on a un chef politique comme Donald Trump qui est connu pour avoir cet ego, vous regarderez la manière dont le premier ministre du Canada le traite. C'est le conseiller politique qui fait cette analyse-là. Mais l'intellectuel que vous êtes,
et qui a étudié la notion de civilisation, son rapport avec le populisme, on va y venir. Qu'est-ce que vous vous êtes dit en voyant ça? Écoutez, j'ai pas interprété quelque chose de plus que ce qu'on y a vu. Je pense qu'il y a certaines choses comme ça que certains analystes aiment peut-être monter en neige, mais je pense que dans ce cas-là, c'est un exercice diplomatique, quoi. Est-ce que, donc, j'en reviens à ma question initiale, est-ce que le populisme et l'avènement de figures comme Donald Trump sont un symptôme de ce que vous appelez l'anticivilisation? Oui, je pense que oui, parce que quand je parle d'anticivilisation, c'est l'idée que c'est plus forcément nécessaire d'avoir une part d'autocontrainte par rapport à ses pulsions, qu'il y a une vision de l'authenticité qui dit si je dis absolument la chose qui me vient à l'idée, à l'esprit, tout de suite, c'est ça en fait la vraie manière d'être humain, la vraie manière d'être moi. Et puis certainement quand on voit un leader comme Donald Trump, on se dit pas ah voilà quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de retenue. On sait au contraire que souvent il y a toutes sortes d'éruptions spontanées qui sont certainement la première chose qui lui vient en tête. Est-ce que c'est positif? Je ne pense pas. Donc c'est une façon élégante, vous me dites, la civilisation, finalement, c'est d'être du côté du camp du bien? Bien, moi, franchement, je ne fais pas partie de ceux qui condamnent l'idée de bien et de mal en politique. Je sais que certains trouvent que, particulièrement à gauche, on a beaucoup de gens qui sont des donneurs de leçons, entre guillemets, jusqu'à un certain point, c'est très vrai. Néanmoins, est-ce qu'on peut faire de la politique sans une certaine idée du bien, sans une certaine idée du mal? Je ne pense pas. C'est le genre de réflexion, justement, que si on veut avoir une civilisation au sens fort, je pense qu'il faut aussi qu'on se dise que la liberté ne fait pas foi de tout, qu'il y a certains choix qui sont effectivement meilleurs que d'autres, que la liberté de faire le bien, c'est pas la liberté de faire le mal. Dans l'actualité également, Étienne-Alexandre Borgard, puisque ce week-end, nous aurons également les obsèques de Charlie Kirk. On a beaucoup lu de choses sur Charlie Kirk, notamment influenceur conservateur, ultra-conservateur, d'extrême droite, républicain. Quel est le bon qualificatif politique pour lui? Je pense que c'est toujours difficile, quand on est un observateur international de la France ou du Québec, par ailleurs, de bien comprendre ces dynamiques-là, parce que la droite américaine a vraiment son logiciel propre. Et dans le cas de Charlie Kirk, il y a toutes sortes de positions dont on a parlé sur l'IVG, sur le port d'armes, qui nous semblent tout à fait extrêmes au sens qu'elles sont en dehors des opinions acceptées au Québec ou en France ou à peu près partout ailleurs dans le monde occidental. Néanmoins, quand on regarde une figure comme lui, dans le contexte propre qui est celui de la droite américaine, le fait de défendre le second amendement, n'importe quel sénateur américain... C'était sur les armes, hein? Oui, exact, le droit de porter une arme. N'importe quel sénateur américain du Parti républicain dit à peu près ça. Donc, je pense qu'il y a des figures qui sont bien plus extrêmes que lui aux États-Unis, notamment des gens qui remettent en question la démocratie, ce qui n'était pas son cas du tout. Au contraire, c'était quelqu'un qui, au moins, avait le désir d'aller dialoguer. Il le faisait sur les campus universitaires. Donc, c'est assez quand même inquiétant que ce genre de personnage-là soit vilifié au point où certains se réjouissent de sa mort. Et comment vous interprétez justement son assassinat? Bien, je pense Est-ce que c'est un symptôme justement de cette anticivilisation? Ah oui, manifestement, parce que je pense qu'on peut quand même constater, et ça c'est le cas partout, que depuis quelques années, le tabou ultime au cœur des régimes occidentaux, c'est pas forcément la démocratie comme ça l'a déjà été. Parce qu'en fait, il y a toutes sortes de personnes à gauche qui remettent en question la démocratie, notamment en disant que peut-être pour l'écologie, ça serait bien quand même si on avait un dictateur vert, ce genre de choses qu'on entend souvent. Mais l'opposition de quelqu'un comme Charlie Kirk à ce que d'aucuns appellent la société ouverte, à toujours plus de diversité, à une vision un peu maximaliste de la liberté, ça, par contre, ça passe beaucoup moins bien auprès d'une certaine classe. Et souvent, c'est la même qui s'est réjouie un peu de son décès en disant qu'il l'avait bien cherché. Puis ça, c'est quand même assez préoccupant, quoi qu'on pense de certaines de ses positions par ailleurs. Beaucoup de gens oublient d'ailleurs que Kirk est énervé aussi sur sa droite. Pourquoi? Bien, parce que, justement, il y a toutes sortes de gens qui sont bien plus à droite que Charlie Kirk, puis qui trouvaient qu'un type comme lui, c'était un peu la figure institutionnelle du mouvement conservateur. C'est quelqu'un qui levait énormément d'argent. MAGA. Oui, exact. C'est quelqu'un qui levait énormément d'argent. Je pense que Turning Point a un budget d'au-dessus de 80 millions américains. C'est quelqu'un qui était quand même très inféodé au réseau des élites du Parti républicain. Donc, c'était pas vraiment les espèces de figures qu'on va voir dans les coins obscurs d'Internet, les gens qui vont justement vraiment remettre en question la démocratie américaine, dire qu'il faudrait littéralement un monarque. Oh, il n'était pas là du tout, faut quand même l'admettre. Est-ce que Trump, par exemple, avec l'exclusion de Jimmy Kimmel de son émission, adopte une cancel culture de droite? Bien, c'est là que, justement, on peut être critique en partie du populisme. Parce que moi, je le dis dans le livre, je ne pense pas que le populisme soit une fin en soi. Je pense qu'il y a eu une saine réaction, notamment face à la cancel culture quand elle venait de la gauche. Et que si on veut, justement, rebâtir une civilisation avec un grand C, au sens fort, il faut être capable, justement, d'être l'adulte dans la pièce, celui qui va être capable, justement, de
baisser la température pour essayer de rassembler tout le monde autour d'un socle culturel, civilisationnel. Néanmoins, on peut quand même se poser la question où étaient ceux qui ont allègrement fait perdre leur poste aux gens dans la foulée du décès de George Floyd, ceux qui s'insurgent aujourd'hui de ce qui est arrivé à Jimmy Kimmel. Est-ce que la décroissance est une étape vers ce que vous appelez l'anti-civilisation? La décroissance, vous voulez dire économique? Oui. Je pense pas forcément. Et le décroissantisme? Je pense pas forcément parce que je ne postule pas qu'il y a un lien direct entre la croissance et la décadence, si vous voulez. Et je pense aussi qu'il y a une forme de prospérité, du moins, qui devrait être peut-être plus vertueuse, effectivement, parce qu'on regarde aujourd'hui, il y a toutes sortes de sources de la richesse occidentale. Si on pense, par exemple, à l'immigration, il y a certainement une part de la croissance, à peu près dans tous les pays du monde maintenant, qui se font en important de la main-d'œuvre à bas salaire. Puis ça, je pense qu'il y a des solutions alternatives aussi. Si on était un peu plus innovateur, si on allait davantage sur des solutions comme l'automatisation, plutôt que d'aller vers ce qui est un peu le fast-food économique, là. Parce que c'est clair qu'il y a une forme aujourd'hui de prospérité qui est gonflée artificiellement. Et de la même sorte, moi, je regarde certaines prospérités, une part qu'on pourrait appeler l'économie du vice. Vous savez, si on commence... L'économie du vice. Oui. Si on commence à compter dans le PIB des trucs comme la prostitution, vous savez, des gens qui voudraient légaliser ça, qui diraient, ah, ben, ça va faire monter le PIB. Ouais. Oui, exactement. Mais ça, clairement, que ça serait une forme de prospérité qui serait artificielle. Ou si on se mettait à compter le marché noir pour la vente de drogue dans le PIB en disant, oh, la France s'enrichit, on vend de la drogue au coin de rue, ça serait une absurdité patente. Donc, je pense pas que c'est une question de décroissance, mais je pense que le PIB et une certaine vision de la croissance qu'on a aujourd'hui est au mieux imparfaite et au pire mauvaise. Pourquoi la guerre culturelle est, selon vous, devenue la lutte des classes? C'est un point très intéressant dans votre livre, c'est que ce qu'on pourrait appeler, nous, en France, le basculement Terra Nova, c'est-à-dire le changement de prolétariat à gauche, l'immigré ou les minoritaires, plutôt que les prolétaires, ne date pas de 2012, comme date en France la note de Terra Nova, mais vous dites des années 70. C'est-à-dire qu'on voit que c'était en germe dans beaucoup de penseurs. Quelqu'un qui est un peu cité aujourd'hui, mais dont on ne parle vraiment pas assez, Herbert Marcuse, qui était un professeur en Californie, d'origine allemande. C'est une grande figure de mai 68, par exemple, en France. Exactement, qui a beaucoup inspiré dans cette époque-là. Sa thèse, grosso modo, dans son livre « L'homme unidimensionnel », c'est de dire, justement, l'État-providence est arrivé, et donc... le prolétariat est devenu assez prospère qu'il ne veut plus la révolution. Et plutôt que de sauter de joie et de dire « formidable, maintenant plus de gens mènent une vie digne », Marcuse dit « merde, qu'est-ce qui va arriver à la pensée critique? Qu'est-ce qui va arriver à l'espérance révolutionnaire? » Et donc, il se retourne dans la société, regarde ceux qu'il conçoit comme étant la contradiction vivante de la société établie. Et là, c'est là qu'il voit justement les minorités ethno-raciales, minorités sexuelles aussi, et se dit désormais, le projet de la gauche, ce sera de tous les fédérer dans une espèce de coalition bigarrée contre l'ordre établi culturel pour essayer de le renverser. Donc, ce principe de contradiction-là, on voit qu'il est encore au cœur de la gauche, qu'il l'a à peu près toujours été, et que ça date effectivement des années 70. Et donc, vous dites que la guerre culturelle est devenue la nouvelle lutte des classes. Oui, on en parlait tout à l'heure, avec le basculement de l'élite économique vers l'élite universitaire. C'est là aussi que les questions discutées dans le débat politique, les questions qui choquent, vous savez, celles avec qui on va se brouiller avec nos copains, c'est les questions culturelles, identitaires avant tout, à mon sens. Je pense que l'actualité de ces jours-ci le démontre abondamment. Et donc, quand on regarde sur l'axe identitaire-culturel, disons, les classes populaires sont systématiquement plus conservatrices que les élites universitaires, le tiers de diplômés, appelez-les comme vous voulez. Et donc, je pense que la grande histoire, à peu près partout en Occident, par ailleurs, des dernières années, politiquement, c'est ce réalignement-là. Comment on voit que, par exemple, le Rassemblement national, il y en a certains, je pense à Jérôme Sainte-Marie, qui disent que c'est la sociologie du PCF de l'époque, en fait. Et quand on regarde, à l'inverse, à droite, on voit que l'ancienne coalition de droite, si on pense grosso modo les gaullistes, les giscardiens, les conservateurs et les libéraux, on voit que les libéraux se sentent beaucoup plus à l'étroit dans la coalition de droite, au point où certains macronistes, souvent en France, vont un peu rejoindre cette espèce de progressisme sociétal. Parce que autant ça les fait chier de payer de l'impôt, ils n'aiment pas non plus cette espèce de conservatisme. Je le trouve quand même bien vert pour quelqu'un qui défend la notion de civilisation dans votre langage. Comment les sociétés occidentales, Étienne-Alexandre Borgard, peuvent retrouver, selon vous, ce chemin de la civilisation? Ben, le livre se termine en fait avec un plaidoyer pour ce que moi j'appelle un conservatisme. Spoilez pas, hein.
Pardon, hein, c'est pas très francophone, mais enfin... Vous savez, on dit divulgacher chez nous. Divulgacher. Donc, c'est ça. On termine avec l'idée de ce que j'appelle un conservatisme du bien commun. C'est-à-dire que moi, ce que je rêve, en fait, c'est d'une droite qui se dit le grand combat de l'époque, c'est de rebâtir ce socle de culture, de mœurs, de tradition, de civilisation, en fait, qui permet l'émergence de la liberté. Parce que j'ai l'impression un peu, quand on parle de décadence, de décivilisation, c'est qu'on a pris le problème à l'envers. C'est qu'on a pris pour acquis cette liberté-là qui, naturellement, est le produit d'une part de culture, qui est le produit d'une part de tradition, qui fait qu'on peut quand même tous se comprendre et ensuite avoir une vision éclairée de ce qu'est la liberté. Mais si on prend les choses à l'envers, c'est là justement que les embrouilles arrivent. Et donc, si on peut avoir justement un consensus large pour dire qu'il faut reconstruire ce cadre-là dans lequel peut s'exercer la liberté. C'est possible? Je l'espère. Merci beaucoup, Étienne-Alexandre Borgard. Anti-civilisation, pourquoi nos sociétés s'effondrent de l'intérieur? C'est une véritable cure d'altitude mentale, signée donc d'un jeune talent nommé Étienne-Alexandre Borgard, avec une préface de Mathieu Boccoté. C'est aux éditions Presse de la Cité. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès lundi en direct sur le plateau de Point de Vue.